Planet Institute. Bonjour et bienvenue à cette mini-série de podcasts du Learning Planet Institute intitulée L'université à l'ère de l'IA. C'est le premier épisode d'une série de 3 podcasts où nous allons explorer les grands enjeux de l'IA générative dans le contexte de l'enseignement supérieur. Je m'appelle Bruna Lobiondo et je suis aujourd'hui avec Eric Chorel, Chief Information Officer au Learning Planet Institute. Bonjour Bruna. Et je suis avec Jean-Marc Sevin, Senior Data Scientist. Bonjour. Jean-Marc, est-ce que tu peux déjà nous définir le concept d'IA ? Alors je peux essayer en tout cas. Si on essaie de reprendre à la base en prenant tout simplement la définition qu'il y a dans le dictionnaire Larousse, c'est celle-ci. L'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc ça, c'est vraiment la définition stricte. Depuis un an, le terme intelligence artificielle est employé à tort et à travers pour quelque chose qui est finalement beaucoup plus restrictif, qui est ce qu'on appelle les LLM, donc ce qui se cache derrière ChatGPT. Si on essaie de décrire un petit peu qu'est-ce qu'un LLM, donc cet acronyme c'est pour Large Language Model, donc c'est du texte. C'est concrètement apparu vers 2017-2018, suite à l'apparition d'un papier de Google, la publication d'un papier de recherche de Google assez fondateur fin 2017 qui s'appelle Attention is all you need. Et ce qui se cache on va dire en machine learning derrière, du coup, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones profond avec une architecture particulière qui est une architecture de type Transformers. Sa particularité, c'est qu'elle comporte, on va dire depuis des centaines de millions pour les plus élaborés, donc les modèles type GPT-4, des milliers de milliards de paramètres, donc beaucoup de paramètres qui ont été entraînés. Et ça a été entraîné sur des milliards, voire des milliers de milliards de ce qu'on appelle des tokens, donc des mots. Donc il faut retenir beaucoup de paramètres intégrés et également beaucoup de données pour entraîner ces modèles. Et ce qui est important à avoir en tête par rapport à ça, c'est que ce modèle a été entraîné pour une tâche particulière, enfin ces modèles en l'occurrence, qui est celle de prédire le mot d'après. Donc si je vous donne un exemple tout simple, si on donne au modèle le chat mange une, il va avoir beaucoup de texte et il va apprendre que la réponse la plus probable derrière, c'est souris. Donc il va dire que si on lui donne le chat mange une comme en entrée, en sortie, il va dire je pense que c'est probablement souris. Mais Jean-Marc, si je rebondis là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse aujourd'hui cette première étape qui est effectivement de compléter une phrase avec le mot le plus logique, puisqu'aujourd'hui on voit émerger une faculté de proto-raisonnement. Si on donne à ChatGPT un devoir de CM1 avec un petit problème à résoudre dans lequel il n'a jamais été confronté exactement à ce problème spécifique, il est quand même capable de faire des inférences logiques très très basiques pour trouver une solution. Donc ça, comment c'est possible ? Alors c'est tout à fait vrai, c'est ce qui a un peu changé la donne, on va dire, sur les 2-3 dernières années. Parce que c'est ce qu'on appelle finalement les capacités émergentes. Donc je vais prendre le terme en machine learning. En machine learning, ce qui existe depuis très longtemps, on pouvait entraîner des modèles à une tâche spécifique. Donc par exemple, classifier des chats et des chiens à partir d'images, même prédire le mot d'après, c'était quelque chose qui pouvait se faire autrement avec d'autres techniques et d'autres algorithmes. Et là, en fait, donc les modèles, comme je l'ai dit, les LLM existent depuis... ce type de modèle existe depuis 2018. GPT-3 qui existe en fait depuis juillet 2020, qui avait toujours cet objectif de prédire le mot d'après, a ensuite été utilisé pour tester d'autres choses. Et on s'est aperçu qu'il savait faire d'autres choses. Donc il savait faire de la classification, donc classer des textes, spam, pas spam par exemple. Il savait réécrire des textes, il pouvait faire des résumés, alors que d'autres modèles savent uniquement faire des résumés, mais parce qu'ils ont été entraînés pour ça. Et donc là, on a eu vraiment cette notion de capacité émergente, tout en sachant que personne aujourd'hui, à date, en tout cas à ma connaissance, ne peut vraiment expliquer pourquoi il arrive à faire ça et comment il arrive à le faire. Ouais, effectivement, c'est passionnant de voir qu'il y a une notion d'intelligence, même si c'est un terme qui est difficile à expliciter dans ce cas précis,
qui semble émerger. Alors, on voit aussi que les dernières versions de ChatGPT ou d'autres modèles commencent à aller vers le multimodal, c'est-à-dire le lien simultané avec d'autres choses que le texte. Et donc, est-ce que ça va permettre finalement l'émergence de choses encore plus complexes, hein? En fait, personne ne sait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est. Alors déjà, il y a un point qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, OpenAI a sorti GPT-3 en juillet 2020 avec le papier de recherche associé, et là publié encore ses sources et expliquer vraiment comment ils en étaient arrivés là. Et GPT 3.5, qui est donc ce qui a été sous le capot, on va dire, de ChatGPT, ça est sorti en mars 2022. Et là, en l'occurrence, les informations qui ont été fournies pour évaluer le papier, on va dire, n'ont pas du tout été libres. Donc ça a questionné dans le sens où, à ce moment-là, on ne pouvait, enfin, j'allais dire, on ne pouvait plus évaluer, c'est pas tant la question, mais il y a eu déjà une rupture dans la façon dont on pouvait examiner un petit peu ces avancées technologiques. Euh, donc, comme je l'ai dit, cette notion de capacité émergente, on ne sait pas d'où ça vient. Et personne ne peut le dire à date. Comme tu le dis, Eric, moi je pense que c'est. J'expliquerai ça en me disant qu'il y a eu tellement de volume il y a un tel volume de données et tellement de paramètres que le modèle a finalement pu développer ce qu'on pourrait appeler une intelligence latente qui lui permet de faire des choses. Finalement, on pourrait même extrapoler en disant que nous-mêmes, quand on raisonne, c'est un enchaînement de pensées, mais un enchaînement de mots après. Donc, dans quelle mesure l'intelligence pourrait pas se définir comme ça? On en rentre dans des considérations sans doute philosophiques qui me dépassent, mais c'est sans doute une façon d'interpréter. Oui, merci Jean-Marc, merci Eric. Justement, en parlant de questions philosophiques, j'ai une question qui concerne vraiment l'irruption de ChatGPT en novembre 2023, et il y a eu une croissance exponentielle du nombre d'utilisateurs. Nous avons été pris par surprise par cette irruption. Tu peux nous expliquer pourquoi, Jean-Marc, cet effet de surprise? Alors, le grand public a été pris par surprise, la communauté scientifique également, mais moins, on va dire, dans le sens où il y a vraiment une évolution graduelle dans les performances et les capacités, la prise de conscience de ces capacités émergentes sur, on va dire, 12 à 24 mois. Comme je l'ai dit, à partir du moment où un modèle qui avait été entraîné pour une tâche précise, on s'est aperçu qu'il pouvait faire d'autres choses, mais le grand public n'était pas au courant. La différence a été que fin 2023, en fait, effectivement, OpenAI a pris la décision de construire une interface conversationnelle qui est déjà une couche supplémentaire sur ces modèles, pour interagir avec et la laisser à disposition en fait, du grand public de façon gratuite et en ligne. Donc tout le monde pouvait l'essayer. Tout le monde pouvait essayer quelque chose qui, dans les 6 mois ou l'année qui précédait, était uniquement accessible soit aux experts data, soit aux développeurs. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est ça qui a été le facteur déclenchant. Ce qui est sûr, c'est que entre une communauté de quelques dizaines ou centaines de milliers de personnes, d'experts qui s'emparent de ces objets, et une communauté de plusieurs centaines de millions, les usages et la façon dont on en parle et les tests sont sans commune mesure. Effectivement, on voit aussi une explosion darwinienne des usages autour de ces outils, puisqu'il y a un écosystème de start-up, par exemple, qui explose à une vitesse assez incroyable. Et du coup, toute cette créativité, elle permet de tester des très, très, très grandes variétés d'usages, que ce soit autour de voilà, l'interprétation de texte, le résumé, la reformulation, du coaching en ligne, la création de documents spécifiques, la recherche avancée. Enfin, c'est énormément de choses. Tout ce qui est finalement envisageable avec le langage est en train d'être exploré à très grande vitesse. Mais c'est aussi, je pense, ce qui a favorisé cette explosion, c'est que ça se nourrit aussi de la créativité d'un très grand nombre d'utilisateurs. Et peut-être si on ramène sur le terrain de l'université et de la recherche, justement, parce que c'est aussi l'objectif de notre podcast, du coup, fondamentalement, qu'est-ce que ça change pour les chercheurs? Parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent avec l'IA depuis longtemps, hein, ceux dont c'est le métier, parce qu'ils sont spécifiquement sur les sciences du numérique, mais ceux qui travaillent avec des très gros volumes de données, typiquement, par exemple, en biologie ou des choses comme ça, ce n'est pas récent. Mais ça peut. Maintenant, on travaille avec des mots. Donc, Jean-Marc, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça peut apporter à des chercheurs qui sont sur des disciplines comme l'histoire, la littérature ou d'autres types de disciplines? Alors je dirais la première chose, c'est que c'est une question d'accessibilité, finalement comme le grand public, c'est-à-dire que les chercheurs sont des personnes qui peuvent avoir d'autres activités en dehors et donc s'emparer de ces outils à titre personnel et après utiliser ces outils dans le cadre de leur pratique professionnelle.
Le premier usage qui va être fait, c'est sans doute l'aide à la rédaction, comme on peut se faire aider pour rédiger un mail ou n'importe quel type de texte. On peut également se faire aider pour rédiger un article. N'étant pas chercheur moi-même, je peux donner juste une position personnelle. Ça, c'est le premier usage. L'usage de vraiment utiliser ça pour faire de l'analyse ou de la transformation de données, comme tu l'as dit, c'est des chercheurs, j'aime pas du tout le terme, mais en sciences dures, savaient le faire avant. Ce qui faisait que le domaine data science, notamment, était quelque chose qui pouvait être transverse. Dans le monde de la recherche, si on prend plus spécifiquement juste la recherche en IA pour le moment, d'abord, il y a vraiment une rupture entre, je dirais, dans les 5 dernières années qui a fait que les labos de recherche pouvaient justement s'emparer des dernières technologies, les challenger, avancer l'état de l'art, même s'il fallait parfois des moyens un peu costauds, mais c'était faisable. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, là, on s'adresse à des tels volumes de données et tellement de paramètres à entraîner que ça devient des investissements conséquents, vraiment, qui font que de moins en moins d'acteurs peuvent s'emparer à la base, d'acteurs académiques peuvent s'emparer à la base de la recherche dans ce domaine. Donc déjà, ça pose question de savoir est-ce qu'on peut laisser finalement la main à juste une poignée d'organismes qui peuvent être publics, privés, essentiellement privés, mais ces briques-là, après, vont être employées pour que la recherche avance sur d'autres choses, notamment sur d'autres sujets comme tu l'as dit, par exemple, l'histoire. Mais dans les sciences un peu dures, finalement, on doit se baser sur une première brique qui est un passage obligé pour pouvoir faire avancer l'état de l'art. Et ça, déjà, ça pose problème. Tu parles, voilà, l'effet boîte noire de ces outils qui sont possédés finalement par quelques compagnies très puissantes aux moyens financiers colossaux. Ça, c'est effectivement un point du débat. Mais donc c'est difficile, je l'entends, d'utiliser, de comprendre jusqu'au bout en fait ce que fait la boîte noire. Mais néanmoins, on peut utiliser certains de ces outils qui d'ailleurs commencent à devenir open source. On voit l'émergence de Mistral, par exemple, un acteur européen open source, pour générer des nouvelles choses qui étaient très difficiles à faire auparavant. Le traitement de données non structurées, de texte, pouvoir prendre des immenses quantités de données textuelles et en retirer des résumés, en faire des synthèses qui, elles, peuvent être ensuite transformées en données interprétables par la recherche classique. J'ai eu l'exemple de personnes qui me disaient c'est l'équivalent d'un super thésard qui nous traite de la donnée qui prendrait parfois beaucoup de temps à traiter manuellement. Donc on voit qu'il y a quand même des possibilités. Alors c'est vrai qu'il y a des possibilités. Maintenant, je vais revenir à ce que j'ai dit au tout début, qui est que ces modèles ont été entraînés pour prédire un mot d'après, et seulement un mot d'après. Donc, il faut être prudent sur l'emploi de ces modèles, d'autant que des modèles plus spécifiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, pour faire un résumé de texte, existaient depuis longtemps. Et maintenant, on emploie des modèles qui font plus de choses, donc des espèces de couteaux suisses, qui arrivent à faire la même chose, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et ça pose question. Nous allons approfondir à la question justement des usages et pédagogiques aussi de l'IA générative dans l'enseignement supérieur dans le prochain épisode. Jean-Marc, tu as soulevé tout à l'heure une question qui est importante, qui est la question éthique en fait, liée à l'utilisation de l'IA générative. Comment cette question peut être abordée, surtout dans le contexte de l'enseignement supérieur? Alors, je pense qu'il y a juste 2 points très importants à soulever. Le premier, c'est que l'utilisation des modèles génératifs de ce type, finalement, a beaucoup d'implications qui dépassent même le cadre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça a vraiment des conséquences qui partent dans tous les sens, comme on l'a dit, parce que beaucoup peuvent s'en emparer pour plein d'usages différents. Et il y a aussi un problème d'AI literacy, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est finalement assez simple à expliquer. Nous, on l'a déjà fait en atelier auprès de différents types de populations, des adultes, voire même des enfants. Et on arrive à distiller quelques principes de base pour qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne et les enjeux qui sont derrière. Et je pense que c'est nécessaire de le faire pour que tout le monde puisse s'emparer de ce sujet avec suffisamment de connaissances sur le sujet, toutes les implications qu'ils peuvent y avoir, pour être acteur vraiment et pas regarder le train passer et pas participer à ce changement qui est majeur. Merci beaucoup Jean-Marc. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. Eric et moi serons là pour discuter avec une autre collègue, Irina Nikolaeva, et on va aborder la question de l'IA générative et des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Merci. Merci à vous. Merci Bruno.
Planet Institute.